Bonjour Jérôme, je Vienne. Juste une petite introduction pour vous dire comment ça va se dérouler. Je vais d'abord vous montrer une carte euh, de l'Arménie pour savoir où ça se situe, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne sait pas forcément où est l'Arménie. C'est logique. Après, je vais faire un rappel historique de la région du Haut-Karabakh. Après, je vais passer sur l'effondrement de l'Union soviétique. Le second processus d'autodétermination du Haut-Karabakh, la guerre du Haut-Karabakh, donc de 1988 à 1994. Après, je vais aborder une question qui est un sujet qui est très important et qui, je trouve, est pas assez abordé par les médias. C'est le sujet des réfugiés. Et après, on va parler des belligérants de cette guerre en 2020. Et après, on va parler de ce qui s'est passé cette semaine, c'est-à-dire l'accord de cessez-le-feu final, tout en abordant le déroulé de la guerre, parce que je pense que c'est important d'aborder comment s'est déroulée cette guerre pour comprendre qu'on est passé dans une nouvelle forme de guerre et que les États fascistes, comme ils l'ont précédemment démontré, ont une longueur d'avance sur nous, sur la façon dont ils organisent ces guerres. Donc on va encore attendre un petit peu peut-être. En tout cas, je peux déjà montrer à ceux qui sont présents où est l'Arménie. Alors voilà, donc sur une carte, tout simplement, l'Arménie, c'est là où il y a le petit cœur, c'est l'Erevan. Donc ça se situe entre la mer Noire, qui est ici, la Turquie est ici, l'Arménie est ici, l'Azerbaïdjan est ici, la petite enclave qui est ici s'appelle le Nakhitchevan, c'est une enclave azérie, je vais y revenir dans la vidéo plus tard. Voilà, au-dessus on a la Géorgie, et là tout de suite on est déjà en Russie. Pour information, la Tchétchénie est par ici. Grozny est là, comme vous voyez. Voilà. Alors, pour commencer, donc on va parler des origines historiques. La région dans laquelle se déroulent les affrontements est passée à plusieurs reprises sous différentes influences, perses, russes, ottomanes. Mais le patrimoine présent démontre de façon évidente la présence d'Arméniens à travers le nombre d'églises apostoliques et autres monuments religieux, monastères du IVe siècle, autres monuments religieux du XIIIe et XIXe siècle. Il n'en reste pas moins qu'il serait mensonger de nier l'existence ancienne d'Azéru, monuments religieux datant du XVIIe au XIXe siècle sur ce territoire et dans le territoire de l'Arménie actuelle également. Je vais revenir sur ce sujet-là plus tard. Cependant, la cohabitation a été marquée par de nombreux massacres et de nombreuses exactions dans ce territoire et autres. Les Arméniens ont plus souffert de ces exactions lors des derniers siècles à cause du fait que les Azéris sont musulmans à majorité chiite et disposaient donc de fait de plus de droits durant l'époque ottomane et perse. À savoir que les Perses, donc les Iraniens aujourd'hui, sont aussi musulmans chiites. L'Arménie historique qui s'étendait aux deux mers, c'est-à-dire de la mer Caspienne jusqu'à la mer Méditerranée, est coupée en trois au début du XIXe siècle. Une partie reste sous autorité ottomane, l'autre sous autorité de l'Empire perse et l'autre russe. Dans un climat de guerre interethnique et politique où plus de 10 000 Azéris et musulmans sont massacrés à Bakou par les bolcheviks et les Arméniens dans les années 1916-1917, si je ne dis pas de bêtises, la région passe sous administration britannique pendant une courte période après la Première Guerre mondiale. Ça dépend bien évidemment si on prend tous les conflits dans cette région comme partie prenante de la Première Guerre mondiale ou pas. Si on regarde par exemple les Grecs qui ont dû partir de la Turquie, Kémali, c'est en 1923. Est-ce qu'on prend ça, par exemple, dans la Première Guerre mondiale ou pas? Je pense qu'il faudrait prendre ces faits-là dans la Première Guerre mondiale. On ne les prend pas, malheureusement. Hein, donc, dans ces années-là, un responsable azéri est nommé pour administrer cette région en 1919. Pendant ce mandat, la population arménienne de Souchi, donc malheureusement connue aujourd'hui par la bataille qui s'est déroulée il y a une semaine, avec l'issue tragique pour les Arméniens,
les Arméniens, donc en 1919, sont massacrés. 20 000 Arméniens sont massacrés en 1920, ce qui entraîne l'arrivée d'une armée arménienne qui est composée à la suite du génocide arménien dans l'Empire ottoman. Une partie de cette armée déclarera une république arménienne des montagnes, distincte de la République d'Arménie déclarée en 1918, plus ou moins sous les frontières actuelles, comme vous allez le voir plus tard, comment le découpage va se faire par l'Union soviétique. C'est certainement cette division qui causera les problèmes actuels. Lors de l'arrivée des soviétiques lors de la déclaration de la République socialiste soviétique d'Arménie, les territoires du sud de l'Arménie actuelle ainsi qu'une partie des territoires du Haut-Karabakh actuel ne reconnaissent pas la nouvelle République d'Arménie. En 1921, la région où se déroule le conflit actuel est rattachée à la nouvelle République socialiste d'Azerbaïdjan, puis est constituée l'oblast autonome du Haut-Karabakh en 1923. Ce territoire autonome est coupé de l'Arménie par un couloir, le corridor de Latchine. La composition ethnique du territoire du Haut-Karabakh est difficile à donner, mais le chiffre de plus de 90% d'Arméniens est donné. Les personnes qui déclareront l'indépendance de ces territoires, la République arménienne de la montagne, sont des nationalistes arméniens et anti-bolcheviques. Certains rejoindront malheureusement le régime nazi, mais après ils rejoindront l'Union soviétique d'une manière assez étrange. Il y en a un notamment qui s'appelle Nejde qui écrira un livre qui s'appelle La religion de la race, tout simplement pour vous donner une idée de ces individus-là. Ces gens-là sont anti-bolcheviques, ne veulent pas être attachés à l'Arménie soviétique et donc ils vont fuir. Et c'est certainement une explication de la méfiance de Staline à l'égard de la population de ce territoire, qui est certainement la raison de la déclaration de l'oblast autonome du Haut-Karabakh et le rattachement du corridor de Latchine à l'Azerbaïdjan. Je vais faire juste une petite pause pour vous montrer la carte de ce qu'est cet oblast. La partie donc orange, bien évidemment, c'est parler une langue qui apparaît. Ok, il y a un petit problème de connexion. Oui, donc je reprends ce que je disais. J'espère que la connexion n'est pas si mauvaise que ça quand même. Dans le Caucase, quand on est arménien, donc on parle arménien, on écrit un alphabet différent, on parle une langue qui appartient au groupe indo-européen. Quand on est géorgien, on est apostolique orthodoxe, on a son propre alphabet, on parle géorgien. Quand on est turc, on parle une langue qui appartient à un groupe linguistique différent des géorgiens et des arméniens, puisque c'est un groupe qui s'appelle le groupe des langues turques. On est musulman sunnite. Si on est azéri, on est musulman chiite. On parle une langue qui appartient au groupe turc, et donc qui est différent du groupe arménien. Et on a un alphabet différent. Mais, par exemple, si on est azéri en Iran, on utilise l'alphabet perse, et on est en Iran où on parle une autre langue, qui est l'iranien, et qui est également une langue qui appartient au groupe indo-européen. Ce que je veux dire par là, c'est que pour nous, Français, pour nous, Européens, il n'y a pas grande différence quand on traverse une frontière. On a une langue, les langues appartiennent souvent au même groupe, pratiquement tous. En Hongrie, ça appartient à un autre groupe, en Finlande également. Mais on a le même alphabet, on a l'alphabet latin, donc ce n'est pas le cas au Caucase. Ce qui n'est pas le cas au Caucase. Je ne vois rien pour le moment, j'espère que c'est revenu. Donc maintenant, je vais aborder la question de l'effondrement de l'Union soviétique. Donc le statut ne change pas jusqu'en 1988, où cette enclave décide de s'autoproclamer comme république socialiste indépendante sous le même statut que toutes les républiques socialistes de l'URSS. Cette autoproclamation entraîne des tensions entre la minorité arménienne et les Azéris. En 1988, des heurts éclatent entre les différents groupes. 2 Azéris sont tués par un policier arménien dans le Karabakh. Des réfugiés azéris dans la ville de Soumouaï, sur les côtes de la mer Caspienne, accusent les Arméniens d'exaction, entraînant un pogrom causant la mort de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'Arméniens. Je vais revenir sur toutes ces questions de réfugiés plus tard. La République socialiste soviétique arménienne vote le 9 janvier 1990 le rattachement au budget et le droit de vote à la population de l'oblast
autonome du Haut-Karabakh, éclatent à nouveau des violences ethniques à l'encontre des Arméniens dans la République socialiste d'Azerbaïdjan. On estime à 90 morts le nombre de victimes et des centaines d'Arméniens vont fuir, se réfugier sous protection de l'armée soviétique. À Bakou, c'est le janvier noir, puisque la population se soulève pour accéder à son indépendance et les troupes soviétiques répondent à ce mouvement par la force. Le nombre de personnes tuées s'élève à plus d'une centaine. C'est donc le premier processus d'autodétermination dans cette région-là, et malheureusement, il va aboutir à la guerre. Dès 1988, l'Azerbaïdjan réclame le retour du Haut-Karabakh sous son autorité à l'URSS, puisqu'ils ont déclaré une indépendance. Cette demande est refusée. Le recensement de 1989 donne comme composition ethnique sur une population de 189 000 habitants, 145 500 Arméniens et 41 000 Azéris, ce qui fait 78% d'Arméniens et 22% d'Azéris. On parle bien juste de l'oblast du Haut-Karabakh et non de toute la région. Je vais revenir sur la carte après pour comprendre la différence qu'il y a entre l'oblast et la région, avec notamment ces 7 districts occupés par l'armée arménienne depuis les années 90. Ce décompte ethnique est facilité par le fait que la citoyenneté en URSS est soviétique, mais que la nationalité est également inscrite au récit. C'est-à-dire qu'on est citoyen soviétique, mais qu'on est de nationalité arménienne. Pour réaffirmer son indépendance et en accord avec la Charte des Nations Unies sur le droit des peuples, je cite l'article, développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes les mesures propres à consolider la paix du monde, le Parlement du Haut-Karabakh organise un référendum boycottant. Bon, excusez-moi pour ces problèmes techniques. Donc le processus d'indépendance va causer des problèmes en Azerbaïdjan, comme je viens de le dire. Mais l'Arménie va déclarer plus rapidement son indépendance et va être en capacité d'organiser une intervention militaire beaucoup plus rapidement. On parle d'un territoire où les montagnes cumulent parfois à plus de 3000 mètres. Néanmoins, il y a un tremblement de terre en Arménie, le tremblement de terre de Gyumri, et l'effondrement économique de l'Union soviétique provoque une crise économique terrible pour les Arméniens. C'est grâce à la diaspora qu'une armée est constituée et le souvenir du génocide de 1915 ancre les mémoires des Arméniens. Je n'expliquerai pas ici les différentes étapes de la guerre, mais ce qu'on peut en retenir est bien évidemment que les Azéris de cette région ont été contraints au départ, les fameux 7 districts. Au départ, et que les Arméniens en Azerbaïdjan, ce qui restait en tout cas dans la République de Nakhitchevan, ont été aussi contraints au départ, même s'il ne devait pas en rester beaucoup à l'époque où s'est déroulée cette guerre. Ce qui étonne lorsqu'on regarde les forces en présence, c'est l'avantage en termes d'hommes et de matériel du côté azéri. On estime la mobilisation à 500 000 en Arménie contre 1,3 million d'Azéris. En termes de matériel, l'Arménie, par sa présence frontalière avec la Turquie, est sous-équipée par rapport à l'Azerbaïdjan, considéré comme une base arrière en cas d'attaque de l'OTAN. Je rappelle que la Turquie est membre de l'OTAN et que dans le cas d'une guerre froide, la Turquie est pays voisin de l'Arménie, donc de l'Union soviétique. La guerre dure de 1988 à 1994. On estime le nombre de victimes entre 15 000 et 30 000, avec un bilan bien plus lourd du côté azéri. Un cessez-le-feu est conclu en mai 1994, mais aucun traité de paix permet de trouver une solution à cette région désormais peuplée uniquement d'Arméniens. Pendant cette période, les différentes défaites militaires azéries ont entraîné le départ des responsables politiques à Bakou. Alors maintenant, la question des réfugiés, qui me semble être un sujet très important. Je vais essayer de montrer ce graphique-là, en espérant que ça va marcher. C'est pour vous donner un ordre d'idée sur la composition des populations là-bas. Alors, on a en marron les Arméniens, en vert les Kurdes, et les bleus les Azéris. Donc, comme vous voyez, en 1804, le nombre de réfugiés dépasse le million. Okay, donc, je reviens. Donc, je suis désolé pour ces problèmes techniques. Donc, de ce siècle de conflit, le nombre de réfugiés dépasse le million, avec bien évidemment des centaines de milliers de réfugiés suite au génocide en Turquie en 1915. Ça va changer le rapport démographique de l'Arménie actuelle,
Puis la participation des Azéris à la continuation du génocide débuté par les jeunes Turcs par les troupes kémalistes dans l'enclave du Nakhitchevan va accentuer encore plus les tensions et le rapport démographique entre Azéris et Arméniens. Il faudra la victoire arménienne de Saqqarapate en 1918 et le traité de paix signé à Batumi pour mettre fin au projet génocidaire turc. L'Union soviétique va réussir pendant plusieurs décennies à arrêter le cycle de violence. Néanmoins, pendant l'époque soviétique et sous les ordres de Staline, des dizaines de milliers d'Azéris sont déportés vers l'Azerbaïdjan, pendant que des Arméniens font le voyage inverse. Le but est de protéger l'Union soviétique d'une offensive turque, membre de l'OTAN, et de placer une population plus hostile à cette offensive. Qui mieux que les Arméniens qui ont été victimes du génocide pour se protéger d'une offensive turque? Les Kurdes aussi, qui ont participé au génocide arménien, sont déportés, eux, au Kazakhstan. 100 000 Azéris auraient été déplacés par cette déportation, tandis que le nombre d'Arméniens en Azerbaïdjan est estimé à 500 000 durant la période soviétique. La guerre du Karabakh et l'occupation par l'armée arménienne de 7 districts sur le territoire azéri va entraîner le déplacement de 684 000 réfugiés, ajoutés à 185 000 Azéris sur le territoire arménien. Dans le sens contraire, 185 000 Arméniens vont se réfugier en Arménie, ajoutés à tous les réfugiés précédents. Dans les deux pays, les populations respectives, donc d'Arméniens et d'Azéris, se comptent désormais à quelques centaines d'individus. L'Azerbaïdjan compte aujourd'hui, ou comptait il y a maintenant quelques années, avec la guerre en Syrie, certainement les chiffres ont changé, par exemple en Turquie, mais en tout cas, il y a quelques années, comptait le plus grand nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays par habitant au monde. Réfugiés azéris se sont rajoutés des réfugiés tchétchènes et afghans. Je vais montrer maintenant une carte du traité de paix actuel, mais en tout cas, ça va vous donner une idée donc, de ce qu'était toute la région occupée plus en 2020. On va parler des belligérants. Donc la population est de 10 millions, religion musulmane, 97%, à majorité chiite dans la première partie, j'en ai parlé. Ce nouveau conflit éclate après plus de 20 ans où l'Azerbaïdjan a demandé le départ des troupes arméniennes de son territoire. Durant ces années, le pouvoir n'a pas changé. Ilham Aliyev, étant successeur de son père arrivé au pouvoir en 1993. L'Azerbaïdjan est une dictature où la seule opposition tolérée fait passer le pouvoir pour des modérés. La liberté de la presse n'existe pas, les élections ne sont pas reconnues internationalement. Par exemple, il y a quelques années, ils avaient annoncé les résultats avant les élections. Durant ces 2 décennies, l'Azerbaïdjan est devenu une puissance énergétique qui a constitué une armée moderne avec les milliards de revenus accumulés grâce aux exportations de gaz et de pétrole. Pendant ces nombreuses années, des bombardements continus se sont déroulés non seulement sur la ligne de front avec le Karabakh, mais également avec l'Arménie, l'un et l'autre s'accusant mutuellement. En 2016, une guerre de 4 jours survient. L'Azerbaïdjan a décidé de lancer une offensive qui lui permettra de récupérer quelques kilomètres de terrain. De mon point de vue, cette offensive est à prendre en compte avec une situation intérieure dégradée, où les revenus pétroliers se sont effondrés par la chute du baril et des mouvements de contestation intérieure. Avec cette victoire militaire, Aliyev réussit à restaurer une certaine autorité. La chute du baril récent et les difficultés économiques du pays en conséquence, ainsi que la pandémie du Covid-19 puis les élections américaines sont des raisons supplémentaires pour Bakou pour lancer une offensive afin d'occuper l'espace politique en grande difficulté à l'intérieur, pendant que le monde regarde ailleurs. Il est à noter que l'Azerbaïdjan n'a pas souhaité signer l'accord de cessez-le-feu international pendant la pandémie, négocié aux Nations Unies. Depuis des années, l'Azerbaïdjan s'est lancé dans un discours de revanche et de haine à l'encontre des Arméniens. Le fait le plus marquant restera l'affaire Safarov. Lors d'un événement organisé dans le cadre de l'OTAN à Budapest, des militaires arméniens et azéris logent dans le même bâtiment. Le militaire azéri Safarov, originaire d'une ville occupée par l'armée arménienne, se rend dans une chambre où dorment des Arméniens et assassine à coups de hache un soldat arménien. Jugé en Hongrie, il est condamné à la prison à vie. Il obtient sa libération après 8 ans à la demande de Bakou. Orban accordera la grâce à Safarov. Arrivé en Azerbaïdjan, il sera reçu par des fleurs et obtiendra un appartement payé pour 8 ans par le gouvernement azéri. Il est considéré comme un héros national par de nombreux Azéris. L'Arménie, population de 3 millions, religion chrétienne apostolique, langue l'arménien. Un petit point sur la question démographique. L'Arménie, depuis les années 90, surtout après l'effondrement et
le tremblement de terre de Gyumri, sa population a sombré alors que la population azérie a augmenté constamment. L'Arménie aura énormément de mal à sortir économiquement et socialement de ces trois événements tragiques, donc la guerre, le tremblement de terre et l'effondrement de l'Union soviétique. La guerre a entraîné des dépenses exorbitantes et la fermeture des frontières avec la Turquie et l'Azerbaïdjan vont encore rendre la situation plus difficile. Si c'est une victoire militaire, le pays se retrouve encore plus refermé sur lui-même. Le tremblement de terre que je viens d'évoquer a causé la mort entre 20 000 et 30 000 personnes. Au niveau politique, les Arméniens vont choisir des chefs militaires originaires du Haut-Karabakh. Un système autoritaire se met en place, les libertés fondamentales ne sont pas respectées et certains opposants politiques finissent en prison ou sont visés par des enquêtes. Nicole Pachinian sera contraint pendant des années à se cacher, mais lorsque le pouvoir tenu par le parti républicain avec à sa tête Sarkissian décide de changer la constitution pour se maintenir au pouvoir, une mobilisation populaire va prendre forme. Cette mobilisation répond également à plusieurs problèmes, la corruption endémique des institutions, la défaite militaire de la guerre des 4 jours face à l'Azerbaïdjan, où le manque de matériel a été criant et les différentes lois qui ont entraîné l'augmentation des coûts de différents besoins de première nécessité. Pachinian arrive au pouvoir suite à ce qu'on appelle la révolution de velours, une révolution démocratique ou une révolution citoyenne. Il est soutenu par différents partis politiques et différentes organisations de gauche comme de droite. Depuis son arrivée au pouvoir, quelques membres gouvernementaux ont démissionné pour des raisons de désaccord. La lutte contre la corruption, le réarmement de l'armée, les libertés fondamentales font partie du programme de la coalition de Pachinian. Maintenant, la République du Haut-Karabakh, appelée également la République de Artsakh, population de 150 000, même religion, même langue, ce petit pays non reconnu internationalement, vit au rythme des bombardements azéris et des attaques incessantes. Il utilise la monnaie arménienne, ses habitants voyagent avec un passeport délivré par les autorités arméniennes. Il est composé d'institutions démocratiques et un référendum s'est déroulé récemment avec la présence d'observateurs européens, donc des membres du SPD, du Parti socialiste. Et le nouveau président a été élu en mai 2020 et il s'appelle Arayik Harutyunyan. Maintenant la Géorgie, donc qui se situe au nord. La Géorgie n'a pas pris part au conflit. Un gazoduc azéri passe sur son territoire, puis après passe en Turquie. Et une minorité importante d'Arméniens vit sur son territoire. Elle a quand même pris la position de fermer son espace aérien aux avions en direction de l'Arménie. Ainsi, les avions russes devaient survoler, puisque désormais cette interdiction a été levée depuis mardi ou mercredi, mais en tout cas auparavant les avions devaient survoler la mer Caspienne et l'Iran afin d'atterrir en Arménie. Les frontières terrestres avec l'Arménie sont néanmoins ouvertes. Second pays et dernier pays avec lequel l'Arménie possède des frontières terrestres ouvertes, c'est l'Iran. L'Iran n'a pas pris position claire sur ce conflit. Elle partage avec l'Azerbaïdjan le chiisme et une minorité importante d'Azéris vit sur son territoire, entre 12 et 20 millions d'Azéris, ce qui fait qu'il y a encore plus d'Azéris en Iran que dans l'Azerbaïdjan. Les relations avec l'Azerbaïdjan sont parfois tendues car l'Iran est un partenaire avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan entretient de bonnes relations avec l'Israël et la Turquie. Achat d'armement, je vais y revenir plus tard. L'Iran a également une minorité arménienne, je crois de 300 000 habitants. Elle n'avait pas envie de voir ce conflit ethnique déborder sur son territoire. Maintenant, un autre belligérant, la Russie. La Russie a un rôle d'une importance capitale, comme on l'a vu. Et comme on le voit, on est dans une zone d'influence russe qui est soumise à l'arrivée d'une nouvelle force armée, qui est la Turquie. L'Azerbaïdjan a besoin de la Russie pour exporter son gaz et son pétrole, sauf si l'idée d'un gazoduc passant au sud de l'Arménie actuelle, je vais revenir maintenant d'ailleurs, on va regarder une carte, ce qui pourrait être l'idée derrière la tête des Turcs et des Azéris. Ouais. Par exemple, on pourrait très bien imaginer sur cet espace-là, maintenant, ici, qui fait d'ailleurs partie de l'accord signé, avec ces petites flèches vertes, d'un passage de gaz ou de pétrole. Je vais revenir plus tard sur ce point-là, parce qu'il me semble important. Donc,
La Russie vend de nombreuses armes à l'Azerbaïdjan, mais l'Azerbaïdjan n'est plus membre de traité de sécurité avec la Russie. L'Azerbaïdjan essaie clairement de sortir de la zone d'influence de Moscou pour se rapprocher de la Turquie. Avec l'Arménie, les relations sont plus profondes d'une certaine manière. Les Arméniens sont présents dans l'art, la culture, la politique, les institutions, les journalistes. Ils sont beaucoup plus représentés que les Azéris dans la société. Cela s'explique par le fait que les Azéris ont souffert d'une certaine discrimination pendant l'époque soviétique. La Russie est liée par un traité de défense avec l'Arménie, dont elle est un membre fondateur, l'Organisation du traité de sécurité collective. L'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Russie sont membres également de la CEI, la Communauté des États indépendants. Autre organisation où la Russie et l'Arménie siègent ensemble, l'Union économique eurasiatique, dont le président n'est autre qu'un Arménien, Tigran Sarkisian, ancien membre d'un gouvernement arménien par ailleurs. La Russie a une base de 5000 soldats sur la frontière ouest face à la Turquie dans la ville de Gyumri. Ces troupes se sont déployées une fois pendant la guerre du Haut-Karabakh des années 1990, lorsque les troupes arméniennes ont réussi à prendre des positions au-delà des frontières de l'oblast du Haut-Karabakh, 1992-1993. Suite à ces prises de position arméniennes, la Turquie s'était positionnée le long des frontières communes avec l'Arménie. C'est en réponse à ce déploiement que les Russes s'étaient positionnés. De nombreux médias français mentionnent le fait que Pashinyan ne serait pas proche de Moscou. Je ne partage pas forcément cet avis. Il y a des membres de l'équipe gouvernementale de Pashinyan qui ont pris des positions, on ne va pas dire anti-russes, mais qui essayent de revenir à certaines formes de souveraineté. Par exemple, il y a eu des discussions sur le fait qu'on arrêterait de diffuser des chaînes russes gratuitement. Pashinyan n'a pas de sympathie pour le système corrompu de Vladimir Poutine. Néanmoins, lorsqu'il était dans l'opposition, il critiquait le rapprochement des républicains, c'est-à-dire les prédécesseurs à Pashinyan, par le fait qu'en cas de problème, il fallait mieux compter sur Moscou plutôt que Bruxelles et Washington. En conséquence, l'Arménie a acheté de nouvelles armes aux Russes, les missiles Iskander, les Sukhoi Su-30SM et autres. Les nouvelles Kalachnikov sont fabriquées en Arménie. Une collaboration existe entre ingénieurs russes et arméniens dans la fabrication des drones arméniens. Maintenant, je vais passer à la Turquie, qui a un rôle très important dans cette guerre. La Turquie joue un rôle nouveau dans ce conflit. De nombreux médias n'ont pas repris l'information des nouveaux accords passés cet été. En effet, les affrontements se sont déroulés directement entre la frontière arménienne et azérie, au nord-est de l'Arménie, au mois de juillet. Suite à ces escarmouches, l'Azerbaïdjan a signé de nouveaux accords de coopération et son ministre des Affaires étrangères a été limogé pour faire place à un ministre des Affaires étrangères beaucoup plus proche d'Ankara. L'armée turque est ainsi rentrée dans la République autonome du Nakhitchevan. Selon plusieurs médias, 2 passes turques seront ouvertes en Azerbaïdjan, l'une sur la mer Caspienne, l'autre dans l'enclave de la République autonome du Nakhitchevan. De nouvelles armes ont été vendues également, et notamment des drones. Les F-16 turcs ont également participé à des opérations dans cette guerre. Mais l'information la plus préoccupante pour nous Français est l'envoi de mercenaires syriens sur le front. On a parlé de plus de 4000 mercenaires, même s'il semble que ça serait plus proche des 2000. Cette coopération s'accompagne de prises de position demandant au départ immédiat de l'armée arménienne dans le territoire azéri. Ces prises de position ne sont néanmoins pas nouvelles. La Turquie partage une langue semblable avec l'Azerbaïdjan, mais la Turquie est à majorité sunnite. Le déploiement de nouvelles routes commerciales liant la Turquie à la Chine en passant par le Caucase peut être une raison supplémentaire de la volonté d'Ankara, j'en parlais tout à l'heure, d'en finir avec le problème du Haut-Karabakh afin de permettre la mise en place de nouvelles infrastructures de transport pour les marchandises et l'énergie. Maintenant, le déroulé de la guerre. Le 27 septembre, l'Azerbaïdjan a lancé une offensive de grande envergure pour reprendre contrôle sur son territoire. Très rapidement, l'avantage matériel ou humain du conflit entraîne des pertes de territoire importantes pour les Arméniens. La plupart des offensives se situent dans le sud du territoire, donc sur la frontière iranienne. L'Azerbaïdjan utilise le concept de guerre totale pour mener cette offensive. Il bombarde les villes sans distinguer les cibles civiles et militaires, c'est un crime de guerre. Ainsi, les stations électriques, tous les moyens de communication, d'approvisionnement en eau sont systématiquement détruits. Les drones sont utilisés par milliers, avec une conséquence d'une atmosphère permanente d'effroi. 90 000 personnes sont déjà parties. Sur Internet, des milliers de pages et de groupes Facebook ont été fermés, des groupes qui étaient organisés par le gouvernement azéri. 2 prisonniers djihadistes ont ainsi témoigné que
qui recevrait 100 $ de bonus s'il découpait des têtes d'Arméniens. Hier encore, un civil a eu l'oreille tranchée en live sur un fil Telegram azéri. L'église de Chouchi, bombardée au début du conflit par 2 fois, a été vandalisée et des croix gammées ont été daguées sur une voiture avec la mention du pogrom de Souguaï que j'ai mentionné plus tôt. Tous ces événements s'inscrivent dans un discours des autorités de Bakou qui nie l'existence des populations arméniennes sur ce territoire. À Naritchevan, par exemple, un cimetière du VIe siècle avec des rashkars, donc ces pierres arméniennes sculptées, a été détruit en partie entre 2003 et 2009. Le ministre de la Culture azéri, par exemple, la semaine dernière, a mentionné du patrimoine arménien en disant que ce n'était pas du patrimoine arménien, mais que c'était du patrimoine qui appartenait aux Albanais. Les appels au meurtre en Azerbaïdjan émanant de responsables politiques occupent l'espace médiatique. Le président Aliyev en appelle à chasser les chiens arméniens de l'Azerbaïdjan. Un responsable du club de foot en appelle à tuer tous les Arméniens, femmes et enfants compris. Alors qu'en Turquie, le président du MHP turc, Devlet Bahçeli, parti de coalition de l'AKP d'Erdogan, appelle à noyer les Arméniens dans leur propre sang. Erdogan, lui, évoque la continuité historique de ses prédécesseurs pour intervenir contre les Arméniens. L'Arménie, elle, a annoncé ces bombardements sur le territoire azéri à travers les réseaux sociaux, en demandant aux populations civiles d'évacuer. Ainsi, la deuxième ville d'Azerbaïdjan, Ganja, s'est vidée de sa population après différents bombardements. Les prisonniers sont soignés et les discours des autorités arméniennes est incomparable avec la teneur des propos des responsables politiques azéris et turcs. Depuis le début de l'offensive, 3 cessez-le-feu ont été conclus en quelques heures. Ces dernières furent rompues, le premier conclu par la Russie, le deuxième par la France et le troisième par les États-Unis. Un mécanisme de contrôle a été proposé par les Russes, mais il est évident que l'Azerbaïdjan, pendant ces 6 semaines de guerre, a tout fait pour gagner du temps, d'un côté, pour continuer son offensive. De nombreux pays et entreprises ont décidé d'arrêter de fournir en équipement militaire à l'Azerbaïdjan, mais malheureusement, comme nous le savons désormais, c'est trop tard. Mardi dernier, un accord de cessez-le-feu final a été signé, avec comme conséquence la remise de tous les districts à l'Azerbaïdjan. Il y aura un corridor entre l'Arménie et la République non reconnue d'Artsakhan. Je vais montrer maintenant à nouveau donc, cette carte pour mieux comprendre l'accord. Voilà la carte. Donc, tous ces districts, Agdam, Fituli, Zabraïl, Zangilan, Kouadlabli, Lachin, Keldabar, vont être remis à l'Azerbaïdjan. Ces deux-là, le Keldabar et Lachin, ont été remis aujourd'hui. Vous avez certainement vu des photos et des vidéos d'Arméniens qui brûlaient leur maison et qui en allaient même jusqu'à détruire leur propre patrimoine ou à déménager les fameuses Ratchkar. Ce que vous pouvez voir également ici, donc c'est le territoire du Nagorno-Karabakh qui est également coupé, ou disons a perdu pratiquement 2/5 de son territoire après l'offensive azérie, donc il ne reste pratiquement plus rien. Et en plus, il n'y a strictement aucun statut de donné suite à l'accord. Le nettoyage ethnique et l'opération génocidaire des gouvernements d'Ankara et de Bakou est pour l'instant une réelle réussite. Le bilan humain est désastreux, on approchera certainement des 10 000 morts. La communauté internationale se retrouve ridiculisée par les pouvoirs fascistes d'Ankara et de Bakou. Et le pouvoir de Moscou, le pouvoir autoritaire de Moscou se retrouve également renforcé par son rôle dans cet accord. Aucune capitale occidentale n'a participé aux discussions de l'accord de cessez-le-feu signé mardi ou mercredi. Le premier ministre arménien est accusé de traître, malheureusement, par des Arméniens, alors qu'il n'a fait qu'obéir aux responsables militaires arméniens qui constataient l'impossibilité de se défendre. Au fur et à mesure, il était absolument impossible d'organiser la retraite et d'organiser la défense par exemple, de la ville de Stepanakert. C'était impossible pour eux d'organiser la défense. L'accord ne permet aucunement aux Arméniens et aux Azéris de vivre en paix. Il s'inscrit dans la continuité du génocide
de 1915 et des différents massacres perpétrés par les autorités ottomanes, suivis par les jeunes Turcs et Kemal, massacres réalisés avec le soutien des Kurdes et des Azéris, comme je l'ai mentionné plus tôt. On notera aussi que les politiques de nettoyage ethnique durant la première période stalinienne ont laissé des traces dramatiques dans les populations arméniennes et azéries qui se détestent mutuellement. Un travail de justice et de mémoire doit se faire afin de permettre à ces peuples voisins de vivre en paix. J'en ai fini et malheureusement ça s'est très mal passé puisqu'on a eu trop de déconnexions. Par contre, s'il y a des gens qui ont des questions, je les prends sur le fil de discussion sur Facebook. Parce que je ne crois pas qu'ici vous pouvez... Ah si, vous pouvez marquer vos questions ici, apparemment. Donc si vous avez des questions, je vous en prie. J'espère que vous avez quand même réussi à suivre globalement ce que j'ai donné comme information, malgré tous les problèmes techniques que j'ai eus. Est-ce que des gens ont des questions sur le traité? Bon, après, on peut toujours aussi espérer que cet accord de cessez-le-feu final va aboutir à un traité de paix avec des conditions différentes. L'une des solutions serait une reconnaissance de la République d'Artsakh sur le reste du territoire. Là. Non, pas du tout. Il n'y a aucun travail de la part des belligérants. Hein. Je n'ai aucune connaissance de la part des Arméniens également pour aborder ce problème qu'il y a eu pendant l'Union soviétique. Ils savent très bien, hein, bien évidemment, qu'il y a eu une politique raciste pendant l'époque soviétique. Mais c'est surtout la partie azérie et la partie turque qui va faire un travail historique pour reconnaître le génocide et tous les massacres. La partie arménienne est, dans le cas présent, beaucoup plus victime. Oui, il y a génocide. Donc la question était la question d'une commission de vérité et de réconciliation est portée par des autorités. C'était la question qui a été posée. Maintenant, elle pose la question de savoir s'il y a des ONG qui abordent ce sujet-là. Il y a Genocide Watch. Genocide Watch a publié un document dernièrement, justement, où ils abordaient cette question avec la possibilité. Oui, ouais, il y a aussi. Voilà, donc l'ONG, Genocide Watch aborde ce sujet-là. Sinon, Linda, oui, il y a eu l'utilisation de toute façon, il y a eu une multitude de crimes de guerre de la part de l'Azerbaïdjan, qui pendant ces 6 semaines n'a reçu aucune sanction. C'est absolument invraisemblable. Il n'y a pas eu une sanction à l'encontre. Ouais, je vais revenir sur ça. Oui, donc j'avais fait un document sur les crimes de guerre. Donc il y a eu premièrement les bombardements des villes. Il y a eu les prisonniers qui ont été torturés, fusillés. Il y a eu des décapitations de prisonniers de guerre. Il y a eu l'utilisation de bombes à sous-munitions. Il y a eu l'utilisation de bombes à phosphore. Il y a eu aussi le témoignage d'un prisonnier azéri qui a mentionné le fait que les bombardements azéris étaient organisés dans des villes où il y avait des populations civiles. C'est aussi un crime de guerre. Il y a aussi le bombardement de l'église de Chouchi. Les bombardements de lieux de culte sont des crimes de guerre. Donc il y a énormément de crimes de la part de l'Azerbaïdjan, totalement impunis. Alors petite question, pourrais-tu faire un point sur l'histoire des réfugiés qui pourraient revenir selon le traité? Tu en as un peu parlé au début, mais c'était le moment où la connexion fonctionnait mal. Je suis désolé pour la connexion une nouvelle fois. Oui, ça fait partie de ce qui va normalement se passer, même si on ne sait jamais trop si les gens qui sont partis vont revenir. Il y a donc 640 000 réfugiés azéris en Azerbaïdjan qui sont originaires de ces 7 districts. Et là, aujourd'hui, on parle entre 70 80 000 Arméniens qui sont déjà partis. Et je pense que pour ceux qui veulent rester, ça va être très difficile, surtout qu'il n'y a toujours pas de statut. Et un point aussi important du traité, c'est que le système de charge, c'est-à-dire ceux qui vont contrôler
la marchandise qui va partir de l'Arménie vers le Haut-Karabakh sont les autorités azéries. Alors que lorsque les Azéris vont traverser l'Arménie, ça sera soumis à l'autorité russe. Ça fait partie des 9 points de l'accord. La position actuelle de la France est demandée par Mathilde Anctil. Position de la France est comment dire, ils ont appelé encore cette semaine la Turquie à faire preuve de modération. C'est assez tragique comme prise de position. Ils ont dit qu'ils allaient envoyer de l'aide humanitaire, mais il n'y a rien de plus. Normalement, le groupe de Minsk doit encore se rencontrer. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a de la part de la France. Je crois qu'ils ont vraiment utilisé l'Azerbaïdjan et la Turquie, un calendrier très favorable avec les élections américaines et bien évidemment la pandémie de Covid. Est-ce que mes réponses répondent à vos questions ou est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a rien, eh bien je vais terminer ce live en espérant que les différentes vidéos, les unes à la suite des autres, vont pouvoir être diffusées et apporter des informations sur la situation tragique dans cette région-là, puisque depuis quelques heures maintenant on sait que les Arméniens partent par milliers. Il y a des grands bouchons de voitures sur les routes et malheureusement, il ne se passe pas grand-chose pour les aider. Alors penses-tu que l'UNESCO peut changer la donne pour sauver le patrimoine historique? Euh, le ministre des Affaires étrangères allemand, pardon, non, russe, Lavrov, a mentionné justement que l'UNESCO devait être mis à contribution pour sauver le patrimoine. Je n'ai pas abordé ça un petit peu au début, mais effectivement, il y a la question de ce patrimoine-là, notamment Davidank, je crois que je prononce bien, j'espère, qui est un lieu qui date du XVIe siècle, dont on ne sait toujours pas s'il va être du côté azéri ou du côté arménien. Les forces de maintien de paix sont arrivées hier. Semblerait que ça resterait du côté arménien, mais c'est rien d'officiel, c'est encore très compliqué. Alors, action possible pour EFI, j'imagine que c'est la France Insoumise. Pour l'instant, la France Insoumise est restée complètement silencieuse sur ce sujet-là. Il y a eu une tribune qui a été publiée par des différents représentants de la gauche et différents Français d'origine arménienne pour interroger ce silence. Je ne comprends pas. Moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour faire bouger les choses au sein de la France Insoumise pour avoir une prise de position. Elle existe, une prise de position en Allemagne par la Die Linke. Néanmoins, pour répondre à la question de Timéa, en Allemagne, on en parle, mais bon, l'Allemagne, il faut que je parle d'abord des sujets-là, mais l'Allemagne a eu un rôle toujours très particulier avec la Turquie. Ils étaient, pendant le génocide, responsables de l'armée et du matériel de l'Empire ottoman. Donc ils ont été témoins, même partie prenante du génocide. Et aujourd'hui, l'Allemagne a toujours une relation euh, très proche avec Ankara. Par exemple, avec le conflit qu'il y a en Grèce, au lieu de suivre le processus logique, c'est-à-dire d'aller à cour internationale, l'Allemagne veut créer une instance bilatérale pour permettre à la Turquie de trouver une solution qui lui serait plus favorable, alors que le droit international est clair là-dessus. Donc l'Allemagne a une position très ambivalente sur ce sujet-là, beaucoup trop timide. C'est même dramatique pour les Azirs, pour les Arméniens, mais pas que pour les Arméniens, parce qu'il faut bien comprendre aussi que ce qui vient de se dérouler n'est pas bon pour personne, que ce soit pour les Turcs, que ce soit pour les Azeris ou que ce soit pour nous tous, parce que ce sont des fascistes, des régimes fascistes qui ont gagné la guerre et ils vont se sentir encore plus renforcés qu'ils ne le sont. Donc c'est vraiment dramatique. Si vous avez d'autres questions. Non. Bon, alors je crois qu'on va arrêter le live.
Et je m'excuse encore pour tous ceux qui ont été soumis à tous les problèmes techniques. Apparemment, la salle de bain a une meilleure connexion que la cuisine. Voilà, merci à vous tous. Attends, la France a interdit les loups, gris efficace. Bah, c'est toujours la question. Ouais. Ouais, ok, alors je vais prendre la question dans l'ordre. La France a interdit les loups gris efficaces. Pas, c'est difficile à dire parce qu'en fait, on a déjà des précédents au niveau d'interdiction d'association. Quand elles ont pignon sur rue, c'est des fois plus facile de les surveiller. Euh, Moi, pour ma part, là où il faudrait vraiment taper, c'est sur toutes les organisations, donc toutes les associations qui financent des lieux de culte. Ça, c'est d'ailleurs des décisions qui ont été prises par le gouvernement Macron. Mais il faut aller beaucoup plus loin sur le cas des écoles privées. Dire, faut vraiment remettre en question le système d'écoles financées par des associations étrangères, où il y a aussi le Qatar, par exemple, qui se substitue tout simplement à l'État. Donc l'interdiction des loups gris, c'est une mesure symbolique, mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin dans toutes ces associations qui sont des, euh, des organisations qui, comment dire, encouragent le fascisme, parce que c'est pas autre chose. Il y a pas que la Turquie, hein, il y a aussi des associations azéries qui font du lobby auprès de nos députés qui sont absolument néfastes pour nous. Hein. C'est très, très, très dangereux. Donc il faut voir ces associations-là. Personnellement, je ne peux pas trop dire si ça va être efficace ou pas. En tout cas, ça va dans le bon sens, mais il faut aller de façon beaucoup plus organisée et vraiment avoir une horizon. À mon avis, il faut vraiment revenir sur l'enseignement privé en France. Euh, En effet, au-delà de la situation des Arméniens, il y a les conséquences géopolitiques. Oui, bien évidemment, ça va avoir des conséquences désastreuses pour toute la région, pour tout le monde. Parallèle avec la Crimée, euh, oui, on peut parler du fait que toutes les frontières qui ont été tracées à la suite de la Première Guerre mondiale sont complètement absurdes par rapport aux réalités des populations qui vivent là. Et la Crimée faisait partie aussi de ces absurdités, mais il y en a plein ailleurs, dans plein d'endroits, dans plein d'endroits, il y a ce genre de problème-là. Ok, j'espère avoir répondu à toutes les questions. S'il y en a encore d'autres, j'en prends encore quelques-unes. Sinon, je vais arrêter. Et n'hésitez pas à partager toutes les informations qui viennent de là-bas pour essayer de médiatiser un maximum la situation dramatique, même si je crois que malheureusement, c'est le départ de ces millions, de ces milliers d'Arméniens va certainement se faire que dans un sens, puisqu'ils ont brûlé leur maison, donc ils reviendront certainement jamais. C'est dramatique. Ok, donc merci à vous d'avoir été là, et encore pardon pour tous les problèmes techniques. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le groupe, dans l'événement. Ok, au revoir, ciao.